Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 12 février 2026, c'est notre bulletin numéro 277 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction, sous cette bande d'apprentis dictateurs dirigés par Emmanuel Macron et son sous-fifre Jean-Noël Barrot. Voilà, si vous voulez nous aider, eh bien la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous inscrire à tous nos réseaux sociaux, notamment à la lettre d'information, puisque elle, on ne peut pas la contourner. Donc quand vous vous êtes inscrit à la lettre, vous allez recevoir un email de validation. Allez voir dans vos spams pour déspammer le cas échéant. Et tout fonctionnera très bien. Et contre ça, le régime socialiste français ne peut rien faire. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent aider ma famille, eh bien ma femme a mis au point une cagnotte. Vous avez en description de cette vidéo, là, si vous voulez faire un don. Vous êtes nombreux à l'avoir fait et eh bien ça fait chaud au cœur. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner également à notre partenaire Géopolitique Profonde qui a mis ses serveurs à notre disposition, qui nous a beaucoup aidé dans cette phase de transition qui est extrêmement compliquée pour nous. Donc voilà, ça vaut la peine. Le dernier numéro est sur l'Arctique, qui est un sujet, je vais dire, brûlant, mais essentiel pour comprendre eh bien, la nouvelle réorganisation des routes de commerce, mais également de la géopolitique. Hein. Si Donald Trump veut s'emparer du Groenland, c'est bien pour avoir un accès supplémentaire vers l'Arctique. Donc je vous encourage à vous inscrire sur X, sur Telegram, sur Rumble, sur Odyssée pour ne rien manquer. Et dans ce cadre-là, évidemment, il faut que je revienne sur ce qui est en train de se passer en Russie avec WhatsApp et Telegram. Donc WhatsApp eh bien, a été bloqué, a priori définitivement en Russie. Personnellement, je me demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. J'ai désinstallé, je pense, il y a déjà 8 ans, WhatsApp de mon téléphone. Et je vous conseille d'en faire autant. C'est autant envoyer toutes vos données à la CIA sans aucun contrôle. Ça a même quasiment été reconnu par Zuckerberg lorsque Trump est arrivé au pouvoir, parce qu'il a commencé à avoir un peu de stress avec son Facebook et avec son WhatsApp. Donc de ce côté-là, c'est parfaitement normal. Je suis même étonné que ça n'ait pas déjà été fait depuis longtemps. Sur Telegram, la situation est quand même plus délicate, parce que déjà ça fonctionne très bien en Russie. Il y a énormément de blogueurs patriotes pro-russes comme Yuri Podolaka, que je cite souvent, qui est de près de 3 millions d'abonnés sur Telegram. C'est un moyen aussi pour ces blogueurs-là de lever des fonds pour eux, pour aider faire de l'humanitaire, etc. Donc ça a surpris tout le monde que l'État russe, hein, finalement, le Goskomnadzor, je crois que ça s'appelle la structure russe qui gère ça, commence déjà il y a quelques mois à empêcher les appels vocaux. En fait, Telegram fonctionnait parfaitement, il n'y a pas de censure, mais quand vous vouliez passer un appel téléphonique par Telegram, eh bien, en Russie, il vous fallait un VPN. Bon. La raison, en fait, était non avouée, c'est que les structures russes qui gèrent ces réseaux-là veulent forcer les Russes à installer Max. Max, c'est l'application du réseau social souverain russe. Ça fonctionne bien, d'ailleurs, même au niveau de la fluidité, je trouve que ce n'est plus performant que Telegram, peut-être parce qu'il y a moins de monde. Et en gros, pas mal de Russes l'ont téléchargé, mais finalement, pas autant qu'il y a d'utilisateurs de Telegram. Donc je pense que les mesures qui sont prises aussi en ce moment pour ralentir l'application Telegram, c'est pour inciter les Russes à enfin télécharger Max, puisqu'ils ne sont pas assez nombreux à l'avoir fait. Le prétexte qui a été donné, c'est la protection des données des utilisateurs russes. C'est pas forcément faux. Il faut savoir que LinkedIn, hein, qui est le réseau professionnel, a été bloqué en Russie, parce qu'il refusait de mettre en Russie les serveurs avec les données russes. Donc voilà, pour le gouvernement russe, c'était un risque. Mais je pense, en ce qui concerne Telegram, que c'est plutôt un prétexte, puisque, encore une fois, l'idée, c'est de forcer les Russes à télécharger Max. Pour l'instant, il n'y a pas de censure sur Telegram, simplement il est ralenti. Et encore, je peux vous dire, moi je suis sur Telegram. Pour l'instant, je n'observe pas de ralentissement sur Telegram. Peut-être aussi parce que finalement, c'est des annonces et qu'il ne se passe rien derrière. Notamment, il y a une levée de boucliers, pour les raisons que je viens de citer. C'est-à-dire que tous les blogueurs russes, les blogueurs patriotiques, etc., tout le monde fonctionne sur Telegram. Et il y a même notamment le président d'un des partis d'opposition représentés au Parlement, Russie Juste, Mironov, qui a dit que c'était n'importe quoi, que ceux qui avaient eu cette idée débile d'interdire Telegram, eh bien, il ferait mieux d'aller se battre sur la ligne de front. Donc voilà, donc ça pose un problème. Beaucoup de combattants sur le front correspondent avec leur famille en utilisant Telegram. Donc c'est sans doute, je pense, une erreur qui a été commise par le Goskomnadzor. On va voir ce que ça va donner. Mais il faut bien souligner que la question avait été également posée au moment de la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine il y a quelques mois
Donc on lui a demandé, les gens avaient demandé par pitié, ne bloquez pas Telegram. Donc visiblement, les Russes veulent davantage de garanties. Pavel Durov a pris la parole en disant que, en fait, il voulait préserver la liberté d'expression et que de toute manière, bloquer Telegram était impossible. J'en suis moins persuadé que lui, puisque Telegram fonctionne avec le numéro de téléphone. Mais bon, cela dit, on verra. Je pense que c'est plutôt une fausse manœuvre des organismes de gestion russes qui veulent pousser. Et encore une fois, les Russes ont téléchargé Telegram. Hein. Il s'était passé à peu près la même chose avec YouTube. YouTube a été tellement ralenti qu'en fait, vous ne pouvez plus regarder une vidéo sur YouTube sans VPN en Russie. Mais c'était pour pousser à la fois les blogueurs russes et les spectateurs russes à aller sur RuTube, la version russe de YouTube, qui fonctionne maintenant très bien. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé. Pourquoi ça s'est bien passé ? Parce que en fait, il y avait un produit qui fonctionnait parfaitement. Donc les blogueurs russes, en plus, qui ne pouvaient plus lever des fonds par YouTube, puisque c'était interdit depuis 2022, sont passés sur RuTube et maintenant ils enlèvent encore plus sur RuTube. Donc pour conclure sur ce sujet, je pense que donc, cette affaire a été mal réglée par le système de gestion russe, Goskomnadzor, mais qu'ils vont se reprendre et que les choses devraient fonctionner normalement dans les semaines qui viennent. Économie maintenant et avant tout, venez en Russie, vous ouvrir un compte, y investir, ça vous évitera de vous faire bloquer vos revenus, de vous les faire voler par les socialistes français qui n'attendent que ça pour continuer à vivre grassement comme Madame Ernotte, la patronne de Radio France, qui s'offrait des palaces à Cannes avec l'argent des contribuables français. Donc si vous voulez éviter de contribuer contre votre volonté au train de vie oligarchesque de la gauche bourgeoise française, venez ouvrir un compte en Russie. Le lien est en description de cette vidéo. Puisqu'on parle de train de vie oligarchesque et on est toujours dans le domaine économique, évidemment, la grande nouvelle économique de cette semaine, c'est le vote par le Parlement européen du crédit de 90 milliards d'euros qui va être donné à l'Ukraine. Alors c'est jusqu'en 2030, donc étant donné les dégâts qu'ont causé les frappes dans la profondeur, il faut bien se rendre compte que ça ne suffira pas. En fait, aujourd'hui, c'est plutôt 90 milliards par an qu'il faudrait. Mais ce crédit a été voté, donc il va coûter, comme l'a très bien dit Thierry Mariani, 17 milliards d'euros à la France, puisque le crédit est indexé sur le budget de l'Union européenne. Or, le budget européen, le deuxième contributeur, c'est la France, derrière l'Allemagne. Et donc, une fois de plus, c'est Nicolas qui va payer, à qui, évidemment, on n'a pas demandé son avis, et qui va financer le régime le plus corrompu de la planète, qui est celui de Volodymyr Zelensky. Le système devrait être le suivant, c'est-à-dire que la Commission européenne va vraisemblablement émettre des bons à 3 ou 4% qui vont être vendus sur les marchés, et puis cet argent qui va être levé, donc que les Français, les Allemands, les Italiens, Giuseppe, Nicolas et Helmut, dont vont payer les 3-4% d'intérêt, va être donné gratuitement à l'Ukraine, qui va recevoir cet argent gratuitement et qui ne le remboursera que lorsque les Russes auront payé des dommages de guerre. Donc comme l'Ukraine et l'Union européenne vont perdre la guerre, évidemment que les Russes ne vont payer aucun dommage de guerre, et que, encore une fois, finalement, Giuseppe, Nicolas et Helmut vont payer la note. Donc c'est ça qui s'est passé exactement cette semaine, et sans qu'on demande l'avis des Français, sans qu'ils soient consultés. Il y a quand même quelque chose d'important qui s'est passé, c'est que le Rassemblement national, derrière Jordan Bardella, a voté contre ce pillage de la richesse française, allemande et italienne. Donc je pense que Jordan Bardella l'a fait à contre-cœur, puisqu'il est à fond derrière l'Ukraine depuis le début. Il a validé, comme le RN, d'ailleurs, toutes les sanctions qui ont détruit l'économie française, allemande et italienne par une augmentation monstrueuse des coûts de l'énergie. Mais là, quand même, ça allait un peu loin, puisque les Français, encore une fois, devront payer ces 17 milliards de dollars sur leurs impôts. On va fermer des lits d'hôpitaux, on va fermer des écoles, on va limiter les effectifs de police dans les zones de non-droit qui se multiplient dans toute la France, mais on va donner 17 milliards au régime de Zelensky. Donc évidemment, c'est difficile dans la perspective des élections présidentielles de tenir un tel projet. Et encore une fois, je suis très critique du RN, mais là au moins, finalement, la réalité s'est imposée à eux. Donc voilà, je valide ce vote. Alors j'ai vu sur X, il est déjà en train de s'expliquer de tous les gauchistes qui disent qu'il soutient la Russie plutôt que l'Ukraine. Non, c'est pas comme si Jordan Bardella avait décidé de donner 17 milliards à la Russie.
La Russie n'en a pas besoin. Elle a suffisamment d'argent, elle en a bien plus que la France. Simplement, il ne le donne pas à l'Ukraine. C'est ça qu'il fait. Donc voilà, en tout cas, ça va plutôt dans la bonne direction et ça rejoint un peu ce qu'on avait dit la semaine dernière sur Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi explique qu'à terme, il faudra réintégrer la Russie dans le concert des nations européennes, notamment du point de vue énergétique, puisque évidemment, c'est la solution à tous nos problèmes énergétiques, la Russie. Le nucléaire, le gaz, le pétrole. En fait, une fois que la Russie sera de nouveau connectée au reste de l'Europe, eh bien, tout va bien se passer. Et d'ailleurs, on a appris grâce à Eurostat que le fait de s'être privé du pétrole russe, eh bien, avait coûté 40 milliards à l'Allemagne depuis 2022, forcément, puisque l'Allemagne recevait son pétrole par oléoduc, donc ça coûtait évidemment beaucoup moins cher, avec des contrats à long terme, etc. Et depuis, évidemment, ça a fait la richesse des autres producteurs de pétrole qui vendent leur pétrole beaucoup plus cher, notamment les États-Unis. Donc voilà, cette soumission à Washington, qui désormais veut s'emparer du Groenland, on espère qu'ils s'arrêteront là, est tout simplement ridicule et montre la faillite complète de l'Union européenne en matière économique. Article intéressant dans le journal Vedomosti sur la situation de la population ukrainienne, et en plus qui se fonde sur des données statistiques qui viennent du Fonds monétaire international, des organismes de contrôle, y compris ukrainiens, donc c'est des chiffres assez fiables. Alors, pas totalement fiable selon moi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, ce qu'on y apprend, c'est que l'Ukraine, depuis 2022, a perdu 8 millions d'habitants, dont 2,2 millions d'hommes adultes. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, la plupart du temps, ce sont des femmes avec des enfants qui partent à l'étranger. Là aussi, on a des informations intéressantes, c'est qu'en fait, la Russie est le deuxième pays à recueillir des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens, avec 1 220 000 habitants, derrière l'Allemagne, qui est le premier, et devant la Pologne. Donc voilà, il y a quand même une bonne partie des Ukrainiens qui choisissent de venir en Russie, et c'est sans doute eux qui ont raison, puisqu'ils sont en Russie chez eux, en dehors des Ukrainiens de l'Ouest, qui eux, effectivement, font mieux d'aller en Pologne ou en Allemagne. Donc on apprend ça. Les chiffres qui sont donnés sur la baisse de la population ukrainienne, à mon avis, sont cependant faux, puisque par exemple en 2021, donc avant l'opération militaire spéciale, ils annoncent qu'il y a 41 millions d'Ukrainiens qui vivent en Ukraine. Donc visiblement, ils n'ont pas retiré la Crimée, ils n'ont pas retiré la partie du Donbass libérée qui se montait de mémoire à autour de 7,5 millions d'habitants. Donc en fait l'Ukraine, même le chiffre aujourd'hui qui est donné de plus de 30 millions d'habitants, en fait on est sans doute en dessous de 25 millions d'habitants, mais là aussi c'est des chiffres qui ne peuvent pas être publiés parce que ça veut dire que le pays est mort, quasiment, quand vous avez une telle perte de population, d'autant plus que c'est la population active ou la future population active. Donc tous les jeunes sont partis pour ne pas aller servir dans l'armée ottano-kievienne, qui a perdu la guerre, dont on sait très bien comment ça va se finir. C'est pour ça que vous avez toute l'Ukraine qui est parcourue par des gangs, il n'y a pas d'autre mot, les TTSK, qui vont enlever les gens dans la rue pour les envoyer sur le front. Ils enlèvent même les débiles mentaux, les handicapés. Puisque là aussi c'est des informations intéressantes qu'on a, c'est qu'en fait ils sont payés $100 par citoyen kidnappé. Donc en gros vous avez une équipe de 4 bandits qui peut capturer entre 5 et 20 citoyens ukrainiens pour les envoyer sur le front par jour. Donc voilà, effectivement à $100, eh bien cette équipe de 4 de bandits, eh bien a une belle prime à se partager. Mais ça, bon, encore une fois, c'est terrible, mais ça contribuera évidemment à la destruction de l'entité bolchevique ukrainienne. Après tout, elle finit comme elle a commencé, et c'est pas plus mal. Donc pour ceux qui s'imaginaient que la guerre contre la Russie allait consolider la nation ukrainienne, non, la guerre contre la Russie, soutenue par l'OTAN, va aboutir à, je pense, la disparition de la soi-disant nation qui n'a jamais existé, ukrainienne, parce que les gens seront partis, les forces vitales du pays seront parties, et l'image qui restera, c'est celle d'un État hyper corrompu derrière Zelensky et de ces bandes de TTSK qui viennent kidnapper dans toutes les villes d'Ukraine, y compris dans l'ouest de l'Ukraine, d'où vient le bandérisme. Donc voilà, on est un peu au bout du sujet. Autre donnée intéressante à cet article, c'est qu'on apprend que donc ce TTSK, donc qui va kidnapper les gens à la sortie des boîtes de nuit, à la sortie des usines, des bureaux, eh bien en fait rackette les entreprises précisément, et que ça coûte en gros, vous tenez une boîte de nuit à Kiev ou à Odessa, si vous voulez pas que le TTSK vienne kidnapper vos clients,
vous payez 15 000 $ par mois. On est dans ces chiffres de ce niveau-là. Économie toujours, si l'Allemagne a perdu 40 milliards en se privant du pétrole bon marché russe, eh bien, c'est pas le cas de l'Inde. Donald Trump avait annoncé, après sa rencontre avec Modi, qu'il y avait eu des désaccords qui avaient été signés, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, donc ce qui avait entraîné une baisse des taxes américaines sur les produits indiens. Donald Trump avait rajouté que l'Inde s'engageait à ne plus acheter de pétrole russe. En fait, ça a été démenti par le porte-parole des affaires étrangères indiennes qui a dit que c'était une question de souveraineté et que personne ne pourrait en gros imposer à l'Inde d'acheter ses sources énergétiques à un endroit ou à un autre. Donc là, bon, on a eu encore une fois affaire à du Trump, c'est-à-dire une grande déclaration qui en fait est destiné à la population américaine, et puis eh bien, le reste, ça va continuer comme avant. On verra, encore une fois, on pourra se fier à Bloomberg dans 1 ou 2 mois si, effectivement, oui ou non, l'Inde a diminué ses achats de pétrole russe, sachant que c'est de plus en plus compliqué à observer pour les Occidentaux, puisque le dollar n'est plus utilisé, le pétrole passe d'un tanker à un autre, et puis finalement, tout cela devient très opaque. Mais pour vous, on suivra ça sur Stratpol, bien évidemment. Autre pays nationaliste qui protège avant tout ses intérêts, eh bien, c'est la Hongrie, qui grâce à sa politique de coopération énergétique avec la Russie dans le domaine du gaz, du pétrole et du nucléaire, eh bien, a réussi à baisser énormément les coûts de l'énergie et à être l'électricité la moins chère d'Europe, même devant la France, vous imaginez. Et nous, d'ailleurs, on s'aperçoit sur le classement, c'est qu'on est, je crois, 14e, alors qu'on a le premier parc nucléaire en Europe, un des principaux parcs nucléaires dans le monde. Alors même si Macron a trahi la France en faisant fermer Fessenheim, nous a fait perdre 5 ans en mettant fin à cette politique nucléaire qui a démarré sous la 4ème République, qui a été accélérée sous le général de Gaulle. Hein. On visait à 85% d'électricité nucléaire. Et malheureusement, je crois qu'on est aujourd'hui à 70% à cause de cette idéologie fanatique des socialistes français depuis l'époque de François Mitterrand, anti-nucléaire, hein, qui s'imaginait qu'on pouvait remplacer le nucléaire par des ventilateurs et des panneaux solaires. Le résultat, on le voit également sur ce tableau, c'est que l'Allemagne est dans les derniers et que son électricité est hyper chère. Et c'est pour ça que vous avez un discours de l'AfD qui dit que si l'AfD arrive au pouvoir, ce qui n'est pas impossible aujourd'hui, eh bien sûr que les oléoducs seront reconnectés, les gazoducs seront reconnectés, et de nouvelles centrales nucléaires seront construites en Allemagne. Ils mettront fin à cette politique absurde non seulement de la gauche, mais des chrétiens démocrates allemands qui sont classés à droite. Donc là aussi, les choses sont en train de bouger. Mais le paradoxe, encore une fois, en France, c'est ce que dit Alice Weidel en Allemagne de l'AfD, c'est Jean-Luc Mélenchon, de l'extrême gauche, qui le dit en France. C'est comme quoi la vie politique française, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Puisqu'on parle des politiques absurdes de l'Union européenne, eh bien, je ne peux pas m'empêcher de citer cet article du Financial Times qui explique qu'il est urgent pour l'Europe de trouver un système de carte de paiement alternatif à Visa Mastercard. Et oui, les Visa Mastercard sont 2 systèmes américains. Et donc, en fait, l'Europe n'est pas souveraine. Alors moi, je leur propose, vous avez UnionPay chinois, ou vous avez la carte Mir en Russie. Et ça, encore une fois, c'est le bénéfice des sanctions. Puisque en 2014, la Crimée a été privée de Visa Mastercard. Pas la Russie, la Crimée. Donc en quelques mois, les Russes ont mis au point leur système de paiement avec la carte Mir. Et toutes les cartes qui étaient émises en Russie, y compris carte Visa Mastercard, devaient utiliser le système Mir, qui en plus coûte moins cher pour les consommateurs. Ce qui fait qu'en 2022, quand là, pour le coup, Visa Mastercard ont été bloqués sur toute la Russie, quand vous êtes uniquement consommateur en Russie, vous n'en êtes même pas aperçu, puisque tout a parfaitement fonctionné. Et donc là encore, hein, c'est un peu comme remplacer Google, les Russes ont Yandex, remplacer Facebook, les Russes ont VK, remplacer WhatsApp, alors les Russes avaient Telegram et maintenant ils ont Max, et puis maintenant on en est là, donc remplacer YouTube, Routube. Donc les Russes en fait ont fait cet effort de souveraineté numérique et l'Union européenne est toujours en train d'en discuter. Si on était en dehors de l'Union européenne en tant que Français, avec le génie de notre peuple, eh bien, on aurait déjà inventé tous ces systèmes alternatifs. Mais là, en fait, on est paralysé par des commissions qui coûtent une fortune, qui n'y connaissent rien. Non, mais il suffit d'écouter Thierry Breton ou Emmanuel Macron parler du numérique. Enfin, ils répètent des fiches qu'on leur a données 5 minutes avant, qu'ils n'ont même pas comprises. Donc tout ça est triste, mais en même temps,
Voilà. Donc les Russes nous ont montré comment faire. Voilà. Sur la souveraineté numérique, allons voir ce que font les Russes ou les Chinois, mais bon, les Chinois, c'est un peu plus loin de chez nous. Et puis, dernière nouvelle économique, et là, une bonne nouvelle, comme dirait Marc Touati, il faut quand même une bonne nouvelle de temps en temps, eh bien, c'est la vente de 114 Rafale pour un montant de 33 milliards d'euros à l'Inde. Donc l'Inde est un gros client de l'aéronautique française, où ils ont européenne pour ce qui est d'Airbus, donc d'aéronautique civile et aéronautique militaire. Le Rafale est le meilleur avion au monde aujourd'hui. Malheureusement, on en a très peu vendu en Europe, et en plus, souvent, c'était des Rafales qui avaient déjà des heures de vol. Donc, on en a vendu, je crois, à la Grèce, on en a vendu à la Croatie. Mais contrairement à ce que nous avait expliqué Nicolas Sarkozy quand ils ont fait rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN, ça n'a absolument pas servi à la France pour vendre ses armes. En fait, on a pu vendre quelques armes parce que nos fournisseurs d'armes, nos industriels sont performants et ils ont du matériel performant, mais sûrement pas parce qu'on est rentré dans l'OTAN. L'OTAN est dominée par les États-Unis, même encore maintenant. C'est-à-dire que même ces pays, même le Danemark va continuer à acheter du matériel américain, même si demain, eh bien, les États-Unis peuvent mettre la main sur le Groenland. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut trouver de gros clients pour notre complexe militaro-industriel national, c'est pas dans l'Europe, c'est pas l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et la Pologne qui vont être nos clients. L'Inde, 114 avions, 33 milliards d'euros. Voilà ce qu'il faut faire. Donc notre avenir, évidemment, ce sont les grandes nations qui vont dominer régionalement, voire internationalement. J'ai eu la chance de travailler dans la coopération militaire avec la Russie jusqu'en 2014, mais pourquoi pas avec la Chine, pourquoi pas bien sûr avec le Brésil. Et voilà. Et donc en fait, il n'y a pas d'avenir pour notre complexe militaro-industriel en Europe, ou un avenir extrêmement limité. En revanche, avec les pays d'ailleurs, il ne faut plus appeler ça le Sud global, mais du monde réel, eh bien, là, il y a de l'avenir. Politico-diplomatique maintenant, et les négociations continuent, donc pour parvenir à une paix. Alors évidemment, on a des messages très, très contradictoires. Il faut toujours être très méfiant, mais dans la presse anglo-saxonne, anglaise ou américaine, il y a des articles qui sortent. Un qui nous expliquait que les Américains veulent alors ils parlent souvent pas un traité de paix. Je pense qu'on aura plutôt une trêve au mois de mars, et puis pour des élections en Ukraine au mois de mai, c'est immédiatement démenti par les Otano-Kieviens qui veulent d'abord une trêve, enfin, etc. Quoi qu'il arrive, en tout cas, le troisième round, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça, de négociation, doit avoir lieu, et je pense qu'on est encore une fois sur la bonne voie. Je pense que de toute manière on assistera à un arrêt des combats un moment ou un autre, notamment parce que la supériorité militaire russe est totale sur le front et dans la profondeur, et qu'il y a une réelle volonté de Washington de mettre fin à cette plaisanterie, d'autant plus que le ministre de la Défense allemand, M. Pistorius, a déclaré que les soutes à munitions de l'Allemagne étaient vides. Et puis à côté de ça, on apprend également que le grand projet qui avait été porté par le président tchèque, Petr Pavel, donc de lever 5 milliards de dollars pour des munitions pour l'Ukraine, finalement on plafonne à 1,4 milliard et on n'en trouve plus. Donc voilà, comme le disait Soral, on peut imprimer des billets, mais des soldats et des munitions, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, c'est une manœuvre financière, mais pas militaire. Ce qui caractérise l'approche russe de ces négociations, c'est une certaine bienveillance vis-à-vis des États-Unis. Donc il n'y a pas de remise en cause de la volonté de la part de la nouvelle administration américaine de faire la paix en Ukraine, à l'avantage des Russes, c'est de ça dont on parle, mais en même temps une extrême prudence, parce que derrière il y a des forces en Europe qui veulent continuer la guerre, parce que la défaite de Kiev sera celle de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc évidemment ça ne plaît pas à Macron, Merz et Starmer. Cela dit, dans ce processus de négociation, on a l'impression que le ministère des Affaires étrangères est un peu mis de côté au profit des envoyés spéciaux. Donc du côté russe, on a Ushakov et on a Dmitriev, et puis du côté de Trump, on a Witkoff et on a Kushner, donc le gendre de Donald Trump. Voilà, donc c'est une autre manière de faire de la diplomatie. Mais tout ça est très opaque, et d'ailleurs, dans la mesure où c'est de la diplomatie, c'est pas plus mal que ce soit opaque. Là aussi, il faut quand même remercier la Russie de réapprendre les règles de la diplomatie à Paris. Et notamment, c'est très intéressant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Emmanuel Beaune lorsqu'il est venu à Moscou. Ça n'a été ni démenti ni confirmé. C'est-à-dire que petit à petit,
on est passé d'une diplomatie de la menace, donc ça c'est la spécialité, et d'ultimatum, c'est la spécialité de Jean-Noël Barrot, une diplomatie de blogueurs avec Emmanuel Macron qui se filme en train d'envoyer des textos à Donald Trump, ou pire encore, en train de parler avec Vladimir Poutine, avec quelque chose de beaucoup plus sérieux. Là aussi, encore une fois, si la diplomatie française redevient sérieuse, on doit ça aux Russes qui ont imposé les authentiques règles de la grande diplomatie. Politique interne de la Russie, cette fois, ce sondage que je vérifie tous les jours, c'est-à-dire que 81% de la population russe fait confiance à Vladimir Poutine. Finalement, le pays tient bon, il est dans bien meilleur état, bien qu'il fasse la guerre contre une coalition de 40 pays, il est en bien meilleur état que la France, l'Allemagne ou l'Italie et même les États-Unis. Et puis, la victoire s'approche, malgré tout. Ça, les Russes le voient. Et donc, ce sont des bonnes nouvelles. Et comme les pertes sont bien inférieures à ce qu'on nous annonce dans les médias occidentaux, eh bien, les gens sont relativement optimistes, même si, évidemment, ils aimeraient bien que ça s'arrête. Donc voilà, 80% pour Vladimir Poutine. Encore une fois, je l'avais annoncé dans mon livre « Ukraine, pourquoi la Russie a gagné ?» Eh bien, parce que les Russes font confiance à Vladimir Poutine, parce qu'il a complètement transformé le pays depuis 26 ans. Et dernière nouvelle politico-diplomatique, eh bien, c'est le voyage de J.D. Vance, le vice-président américain, je l'espère, le futur président américain en Arménie et en Azerbaïdjan. Différents sujets ont été traités d'après les communiqués officiels, donc énergétique. Pour l'Arménie, c'est bien sûr la question du nucléaire. Donc vraisemblablement, les Américains veulent investir pour empêcher les Russes de prendre cette place, puisque les Russes, grâce au nucléaire notamment, consolident leur position en Asie centrale et dans le Caucase. Et également, en fait, la route Trump. Donc la route Trump, en fait, c'est le projet, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, donc de faire une route qui relie l'Azerbaïdjan avec son enclave, donc qui est de l'autre côté à l'ouest du territoire arménien, par une route donc qui soit contrôlée. En fait, donc les Arméniens ne veulent pas qu'elle soit contrôlée par les Azéris. Donc l'idée, c'est de faire un consortium arménien qui contrôle cette route Trump, la fameuse route Trump, il appelle ça la route Trump. Et donc, dans ce consortium, les Américains sont à 74%. Donc, bien joué, Trump, comme d'habitude. Terrorisme maintenant, ou plutôt devrais-je dire ucro-terrorisme, puisque nouvel attentat contre un général russe. Alors, contrairement aux précédents généraux qui avaient été touchés, qui n'avaient pas grand-chose à faire dans les affaires ukrainiennes, on peut imaginer que ce général-là, le général Alexeyev, lui avait vraiment quelque chose à faire, puisqu'il était commandant adjoint du GRU, le renseignement militaire. Donc, c'est une institution extrêmement importante au sein de l'armée russe. Et il y a plusieurs remarques à faire sur cet attentat. La première remarque, c'est que quel est le but ? Le but, encore une fois, même si vous tuez un adjoint du commandement du GRU, ça ne va pas changer le sort de la guerre. Donc c'est juste un acte terroriste pour faire peur ou pour montrer que les services secrets ukrainiens et le MI6 sont capables de faire quelque chose, puisque je pense que derrière, comme d'habitude, il y a le MI6. Donc c'est le but. Mais il peut y avoir un autre but qui est le fait de saboter les rounds de négociation qui ont lieu à Abu Dhabi, puisque, rappelons-le, le chef de l'équipe russe, c'est l'amiral Kostyukov qui lui-même est un responsable du GRU. Et c'est sans doute une explication tout à fait valable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du régime de Kiev, il y a des gens qui ne veulent absolument pas la paix et qui sont dirigés par le MI6. Et ce que les Russes vont se faire un plaisir d'expliquer à l'administration de Donald Trump, d'autant plus qu'ils ont arrêté 3 des 4 terroristes. Il y en a une qui a réussi à s'échapper a priori, elle est rentrée en Ukraine, mais celui qui avait tiré dans le dos donc, du général qui s'en est sorti. Sa vie est hors de danger. Donc lui s'était échappé, était parti aux Émirats Arabes Unis, mais a été capturé par la police locale et a été renvoyé en Russie. Et donc là, c'est le profil des losers qui sont recrutés par les services anglo-ukrainien, c'est-à-dire c'est des pauvres types à qui on a promis $30,000 s'il assassinait ce général-là. Donc encore une fois, on n'a pas affaire à des grandes entreprises avec des tueurs spécialisés des services secrets ukrainiens ou de MI6. C'est des gens recrutés sur les réseaux sociaux. Alors là, il y a quand même tout de même des liens donc de cette famille-là avec la Pologne, puisque je crois que d'ailleurs le fils du tueur lui-même était de citoyenneté polonaise. On l'a vérifié encore une fois. Mais bon, encore une fois, on voit une imbrication, service secret anglais, service secret polonais, service secret ukrainien. Bon, l'opération a échoué et vraisemblablement, encore une fois, le but était de saboter les discussions de paix aux Émirats Arabes Unis. Armement
maintenant, et d'après les chiffres officiels, eh bien, l'intégration des sous-ensembles des drones produits en Russie a largement progressé depuis le début de l'opération militaire spéciale, puisqu'elle a atteint autour de 60%. Donc, cela dit, d'après encore une fois, ce qu'on peut lire dans l'article en question, le problème, c'est que les sous-ensembles produits en Russie sont plus chers, parce qu'ils sont produits beaucoup moins massivement, mais ils sont souverains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'Ukraine fabrique des drones, en fait, c'est des sous-ensembles chinois qui doivent être assemblés. C'est ça, en fait, la fabrication de drones en Ukraine. Les Russes, eux, essaient de fournir les moteurs, les cartes électroniques, etc., etc. Mais ça coûte pour l'instant plus cher que d'importer de Chine. Mais c'est souverain, et donc c'est très bien. Et surtout, ça répond à une des exigences qui avait été émise par le Belaousov, donc qui est le ministre de la défense russe, à l'époque où il n'était pas encore ministre. C'était tout au début, en 2022, il avait dit devant Vladimir Poutine, au niveau de l'intégration locale de la fabrication des drones russes, on est à 5%. Donc la Russie totalement dépendant de fournisseurs extérieurs. Alors heureusement, c'était la Chine, mais ça aurait pu être beaucoup plus embêtant. Donc voilà, petit à petit, intégration locale. Et encore une fois, il ne faut pas hésiter à intégrer localement l'armement, même si ça coûte un peu plus cher, parce que c'est une question de souveraineté. Armement toujours, on avait parlé il y a quelques semaines, désormais sur les drones Guéran, donc les modifications des drones iraniens, désormais ils ont un moteur à réaction, et les Russes y ont rajouté des missiles air-air d'origine soviétique, pas chers du tout. Et a priori ça a fonctionné puisqu'ils ont abattu un hélicoptère de combat Mi-24, donc un hélicoptère d'origine soviétique évidemment. Et donc ça a été la destruction de l'hélicoptère a été reconnue par l'armée ottano-kievienne. En revanche, le moyen de destruction, ça c'est les Russes qui l'ont donné, donc information à prendre avec prudence. Mais pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Empire du mensonge maintenant. Et cette semaine, nous avons un gamelin, le gamelin trinquant, écoutons-le. Effectivement, la tactique russe n'a rien à voir avec la tactique ukrainienne. Ils envoient des vagues d'assaut, donc ils ont des pertes. Mais vous vous rendez compte, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est en train de calculer combien il faut faire de morts par mois pour qu'ils n'arrivent pas à recompléter les armées. Alors avant, on le disait des chars, vous voyez, ils ont cassé 6000 chars, leur capacité de production ne va pas permettre de remonter la pente. Maintenant, on le passe en termes d'hommes. C'est-à-dire que la Russie, effectivement, moi j'ai eu pas longtemps un contact avec quelqu'un qui revenait du combat de là-bas, qui était dans une des brigades au front, qui me disait, il y a des Russes qui ne veulent pas les combattre, donc ils ont 3 choix. Soit ils continuent à avancer, puisqu'on envoie des vagues, 1, 2, 3, 4, 5, soit ils se planquent pour essayer de se rendre, et s'ils veulent s'ils fuient le front, on va même jusqu'à les attacher à un arbre. Ouais. Comme ça, ce sont des appâts pour les drones. Donc la question, c'est que je ne sais même pas où il allait prendre ce genre d'informations. Alors je suis un peu les canaux ukrainiens, mais un truc aussi débile, je ne l'ai pas entendu. Bon, maintenant, après, il y a des médias qui sont payés pour ça, en Ukraine ou en Occident, donc il a peut-être trouvé ça quelque part. Mais ce pauvre général Trinquant, avec qui j'avais fait un débat sur RT d'ailleurs en 2021, je l'avais pulvérisé, le malheureux. Qu'est-ce que traduisent avant tout ces déclarations? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces soi-disant spécialistes, donc les gamelins de plateau ou les journalistes post-ado comme Amoursky, n'ont plus rien de sérieux à raconter, puisque la Russie est en train de gagner. Même ça, ils ne peuvent plus le nier. Ils ne peuvent plus nier l'évidence. Donc finalement, on va être à 100% dans la moraline. Les Russes sont méchants. C'est ce que dit Jean-Noël Barrot pour expliquer qu'il faut qu'il faut que les Français payent 17 milliards d'euros de prêts. Donc c'est parce que les Russes, ils tuent des gentils et qui sont méchants. Et donc c'est le discours qu'on va entendre du côté des gamelins de plateau comme Trinquant et également du côté des journalistes post-ados comme Amoursky, comme Titelman, etc. etc. C'est toujours la même chose. C'est le début de la fin. C'est même plus que le début. On est en plein dedans. Ils sont en train de perdre la guerre et finalement on assiste là aussi à une pathologie du perdant. Et tout de suite le moment bunker. Le moment bunker, et là aussi, on est toujours dans les pathologies du perdant, c'est que maintenant, il faut nous expliquer que l'armée russe, c'est une armée d'alcooliques, de tarés, etc. Et en fait, si elle gagne, c'est parce que c'est la masse. En fait, c'était la propagande du Troisième Reich, ça a été la propagande de l'OTAN, donc qui a été transmise d'ailleurs par les officiers du Troisième Reich, Manstein, Guderian et compagnie. Et je suis tombé sur cet article, donc comme quoi l'armée russe serait la poubelle de la société russe. Donc en fait, c'est ça, la Russie envoie des alcooliques, des tarés, des drogués, des repris de justice, qui mettent une raclée à une coalition de 40 pays.
C'est ça, en fait. Donc d'ailleurs, c'est pas très glorieux pour ceux qui perdent face à une telle armée. Bon, c'est stupide, on l'a déjà entendu, mais là, ce qui est intéressant, c'est que cet article est écrit par un certain Vladislav Inozemtsev, et il fait partie de ces malheureux libéralnés, hein, c'est-à-dire les gauchistes russes qui ont eu leur heure de gloire dans les années 90, au début des années 2000, puisqu'ils étaient là pour expliquer aux Russes, à la population russe complètement abrutie, n'est-ce pas, les bienfaits du modèle gauchiste occidental. Sauf que bon, avec l'arrivée de Poutine et puis la dégénérescence de l'Occident et la montée en puissance de la Russie, tout ça ne rencontrait plus d'écho, et donc ils ont été recyclés. Donc évidemment, ils habitent plus en Russie, hein, mais en revanche, évidemment, dans tous les articles, on les montre comme des journalistes russes, et ils sont payés donc dans des instituts qui sont payés par l'Union européenne, par le Parlement européen, par la conférence de Munich, etc. Et c'est d'ailleurs le cas donc de Niyozemtsev, hein, qui travaille pour un institut de ce genre qui s'appelle le CAS, et dans lequel on retrouve d'autres tocards gauchistes comme Gudkov, Nekrasov, tous ces types qui ne pourront jamais refoutre les pieds en Russie, qui d'ailleurs, le pire c'est que personne n'en a rien à faire d'eux en Russie. C'est même pas qu'on leur en veut, c'est que personne n'en a rien à faire d'eux. Mais évidemment, vous allez retrouver ça souvent cité dans la presse française. Et puis, deuxième moment bunker, cette semaine, vous êtes servi, c'est Françoise Thom, l'inénarrable Françoise Thom, qui n'avait rien compris à l'époque à l'URSS et qui aujourd'hui ne comprend toujours rien à la Russie et qui nous explique que Poutine veut envahir l'Europe. Oui, bien sûr, Poutine veut envahir l'Europe. Et donc tout ça, en plus, qui est avec tout le crédit que peut avoir l'université française, parce qu'en plus, c'est une génération où les universitaires français, c'est la génération de Georges-Henri Soutou, hein, mon maître. Et le malheur, c'est que même si toute sa vie, Françoise Thom a raconté n'importe quoi d'abord sur l'URSS et sur la Russie, eh bien, elle continuera à être plus ou moins écoutée. Alors, c'est vrai que comme elle passe mal à la télé, on la voit pas souvent, mais elle est toujours là. Considération militaire générale maintenant, et j'ai trouvé ce tableau assez intéressant. Alors c'est des kilomètres carrés, hein. On sait que dans les médias de grand chemin, ils aiment bien me parler des kilomètres carrés, ils oublient que la Russie contrôle 1/5 du territoire ukrainien, ce qui équivaudrait à peu près à un quart du territoire français. Mais donc on nous explique que oui, mais depuis novembre 2022, hein, parce qu'en fait on oublie la première partie de la guerre, la Russie n'a conquis qu'1% du territoire, etc. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on voit une accélération de la conquête des kilomètres carrés du territoire ukrainien par la Russie, qui est due à l'épuisement de l'armée ukrainienne, à la perfection de l'armée russe, hein, qui se perfectionne de mois en mois, d'année en année, et puis au fait que les Russes sont en train de passer, on l'a déjà dit, les barrières les mieux préparées depuis 2014 du Donbass. Donc je pense que ce tableau mérite d'être suivi et que dans les mois qui viennent, on risque d'avoir cette petite colonne qui monte là, devrait monter de plus en plus rapidement. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Alors, il y a eu quelques frappes dans la profondeur côté kievien sur une ou deux raffineries, mais rien de particulier. Et puis toujours les Russes qui envoient des pluies de Guéran, de drones et de missiles sur les infrastructures, donc non seulement énergétiques, mais également logistiques otano-kieviennes. Et ça commence évidemment à devenir extrêmement compliqué pour la logistique de l'armée ukrainienne. Et on va maintenant retourner sur la ligne de front. Tout au nord, les Russes se sont emparés de la localité de Sidorovka à cet endroit-là. Donc là aussi, c'est sans doute le but est sans doute d'attirer les réserves kieviennes loin du front principal. Dans la région de Kharkov, en revanche, les Russes continuent à avancer et se sont emparés de la localité de Tchugunovka à cet endroit-là et toujours en offensive vers Khatnae à cet endroit-là. Le but, c'est de s'emparer de Veliki Bourlouk et de reprendre les territoires qui avaient été libérés par la Russie en 2022. Du côté de Kupiansk, je me suis résolu à définir une ligne de front qui va être ma référence. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la ligne de front de la semaine dernière. Le chaudron où avaient été enfermées des unités ukrainiennes a été liquidé. Donc on a une ligne de front qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Donc la contre-offensive otano-kievienne, on peut l'estimer, contre Kupiansk a échoué et les Russes sont en train de reprendre les parties de la ville qu'ils ne contrôlent pas encore. Mais vraisemblablement, ce n'est plus une priorité pour l'armée otano-kievienne qui est passée plus au sud. En ce qui concerne cette localité-là qui avait été annoncée prise par les Russes la semaine dernière, des combats continuent à l'intérieur, mais bon, j'ai pas bougé la ligne de front. Dans la zone, l'objectif russe actuel est de liquider cette poche pour nettoyer complètement la rive est de la rivière Oskol.
Ici aussi, les combats continuent. Le but est le même, hein, la rive est de la rivière Oskol, mais pour l'instant, pas de changement notable. Plus au sud, les combats font rage à l'intérieur de Liman et les Russes continuent à avancer. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas faire du pâté de maison par pâté de maison comme d'habitude. Plus au sud encore, les Russes continuent à pousser du côté de Raï Alexandrovka. Là où il y a des changements sur la ligne de front, c'est en direction de Dobropolia ici. Donc les Russes sont en train d'encercler le village de Biletske ici et continuent à essayer de s'emparer du village de Novi Donbass à cet endroit-là. Là où les Russes ont bien avancé, donc là on est, je rappelle, à l'ouest de Pakrovsk, Mianograd, donc cette grosse agglomération qui a été prise par les Russes, eh bien les Russes avancent à l'intérieur du village de Grishino, là, ici, à cet endroit-là, et donc ce qui ouvrirait un espace opérationnel, évidemment, tout à fait intéressant vers l'ouest, vers la région de Dniepopetrovsk. Et là on arrive dans la partie la plus intéressante de cette semaine, c'est-à-dire une multitude de tentatives de contre-offensive otano-kievienne dans la zone du front de Zaporozhye, dont les Russes se sont emparés extrêmement rapidement ces derniers mois. Donc, ce que vous voyez, ces petites pointes-là, en fait, c'est les offensives. Ici, 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 ici et ici. Sachant qu'à cet endroit-là, les Russes se sont emparés de la localité de Zalichnoye ici, mais les otano-kieviens ont lancé plein d'offensives. Ce qui n'est pas très clair, c'est la nature de ces offensives. Visiblement, le régime de Kiev n'en fait pas trop la publicité, parce que pour l'instant, elles n'ont rien donné. Donc, est-ce que les otano-kieviens se sont réellement donné les moyens d'essayer de percer en profondeur, ou est-ce que finalement, c'est un peu des coups de poker, comme ce un peu qu'on a assisté ces derniers temps avec les otano-kieviens, notamment dans la région de Kupiansk, où on met beaucoup de moyens en espérant un miracle. En tout cas, dans cette zone-là, elles sont pour l'instant contenues et elles se sont soldées par de grosses pertes du côté des forces otano-kieviennes. Ici, ça reste en suspens, mais c'est plutôt les Russes qui sont en train d'avancer. Et pareil, à cet endroit-là, on ne sait pas trop où ça en est. Je pense que d'ici une semaine, on aura une idée plus claire. Voilà où nous en sommes le 12 février 2026. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos médias sociaux, à vous abonner à Géopolitique Profonde. Et puis, si vous le voulez, eh bien, faites un don à la cagnotte de mon épouse, voilà, Yulia et sa famille. Voilà, tout ça est en description de cette vidéo. En tout cas, les nouvelles sont excellentes sur toute la longueur de front. Donc, tenez bon, courage, on les aura.